Alors bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du Cercle de la Mer, ici, dans la cité de la voile Éric Tabarly. C'est une reconnaissance pour le Cercle, après 12 années de promotion bénévole, sans relâche des activités maritimes. Le Cercle de la Mer s'est déplacé depuis bientôt 2 ans de Kernevel, où nous étions depuis 2000, à Lorient, au centre François Toulec, qui n'est pas très loin d'ici, et où nous sommes accueillis par le Centre européen de formation continue maritime. Nous sommes donc sur la zone Kéroman et nous comptons bien y rester et y opérer. Le plan de redéveloppement du cercle, compte tenu du déménagement, comporte quelques thèmes en cours de réalisation. La pêche est l'un d'eux. Cet après-midi, c'est le monde de la pêche qui est à l'affiche. Il s'agit aujourd'hui de la politique commune des pêches, en passe d'être révisée. Si nous nous retrouvons ici, nous le devons, outre bien sûr à Cap-Orient, d'une part à la Seine de Kéroman, Maurice Benoît qui est là-haut, et qui nous a incité en décembre dernier à nous lancer sur la PCP. D'autre part, par la Commission européenne, qui a été séduite par notre initiative de vulgarisation de la PCP au bénéfice du consommateur, qui ne sait pas ce que c'est, pourtant il devrait. L'enregistrement des débats avec le concours d'Audeleur autorisera une large diffusion. C'est par là que nous atteindrons probablement davantage de vulgarisation. Afin de mutualiser les moyens, nous avons cherché la collaboration avec le CSTI, le président d'ANIC qui se trouve à mes côtés, pour procéder à la suite plus protocolaire de cette ouverture. Auparavant, tout en remerciant les intervenants et vous tous d'être présents ici aujourd'hui, j'adresse un remerciement appuyé à ceux qui ont répondu sans barguigner à mon appel. 2 membres du comité de Bretagne Sud de l'Institut français de la mer, Caroline Brice, journaliste à Mer et Marine qui anime les débats, Nicolas Tesser, envoyé spécial de Lorient pour la pêche à la Commission européenne, qui a assumé les contacts à Bruxelles, Yves Perraudot de l'Université de Nantes, spécialisé pêche, directeur de l'Institut d'économie et de management de Nantes, IAE, chargé de mission auprès du président pour la coopération en Asie du Sud-Est, et ça ne touche pas que la pêche. Il a accepté de partager cet après-midi avec nous et de faire l'introduction des 2 tables rondes avant, en fin de parcours, de faire la conclusion. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation du CCSTI et du Cercle de la Mer de Lorient pour évoquer cette prochaine réforme de la politique commune des pêches. Le CCSTI a quelques années près le même âge que la première PCP de 1983. Cela veut dire qu'on a traversé avec les gens du littoral et de la mer toutes les mutations depuis plus de 30 ans. Ces mutations ont été quelquefois très difficiles ici en Bretagne pour l'application de textes réglementaires. Cette nouvelle PCP, ce sera l'objet des débats, mais on peut d'ores et déjà dire qu'elle ne satisfait pas majoritairement les pêcheurs bretons, ni même ce qu'on dirait plus globalement les amis de la pêche. Néanmoins, nous avons souhaité organiser ce débat plus en direction du grand public, qui est la vocation du CCSTI, au nom de la diffusion des connaissances, pour que ça ne reste pas un discours entre spécialistes. C'est pour ça que nous avons ouvert ces débats à une large assemblée ici d'intervenants, qui sont tous, eux, par contre, des spécialistes de la PCP, mais qui seront en mesure de répondre à vos questions après chaque table ronde ou en clôture avec une synthèse qui sera faite par M. Perraudot. Donc je vous présente dans l'ordre, on va pas faire du protocolaire, on va partir du bout là-bas. Donc c'est M. Rey, administrateur des affaires maritimes, M. Alain Bizot, biologiste à Ifremer, Yves Fouezon,
directeur de l'organisation de producteurs Manche-Atlantique, donc sur tout le littoral sud breton. Madame Émilie Herbard, qui représente Alain Cadec, député européen, président de la commission, et qui n'a pas pu être présent alors qu'il était prévu, mais il est aujourd'hui au Sénégal pour représenter la Commission européenne. Catherine Brice, que beaucoup de gens connaissent, qui sera donc l'animatrice de cette table ronde. Olivier Lenezette, le nouveau président régional des pêches maritimes, également président ici sur bien connu des Lorienteurs. Madame Paria, qui vient de la Commission européenne à Bruxelles, qui est directrice d'un DGMAR, donc, qui a la voix autorisée pour... voilà. Non, non, c'est pas la méchante, et j'espère que les débats resteront courtois, même si des questions nous interpellent. Je vous demande de rester courtois vis-à-vis des gens qui ont eu le courage de venir débattre. Et puis Yves Perraudot, professeur des universités, que tout le monde connaît aussi, et grand spécialiste des questions maritimes. Voilà, donc bon débat à tous, et puis à tout à l'heure. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc bonjour à tous, donc Caroline Britz, moi je suis journaliste, je vais juste animer. Aujourd'hui je vais laisser parler les spécialistes, puisqu'on est entouré de, vous l'avez constaté, des gens de tous les horizons qui vont pouvoir nous expliquer ce que c'est la politique commune de la pêche, histoire de bien commencer et de bien fixer les idées, avec des mots simples, pour que tout le monde comprenne bien quelque chose qui peut parfois être compliqué. Nous avons demandé à M. Perraudot de nous faire une brève explication de l'histoire de la PCP, savoir comment ça a commencé, pourquoi on l'a fait et pourquoi maintenant, en 2012, on a à faire une réforme. Monsieur Perraudot. Bonjour à tous. Je ne suis pas aussi spécialiste que tous les gens autour de cette table, puisque je ne vis pas la pêche au quotidien. Mais bon, ça fait un certain nombre d'années que je suis autour de ces problématiques, et c'est avec plaisir que j'ai accepté cet après-midi de venir de Nantes. Je suis venu déjà un certain nombre de fois ici à Lorient. L'idée de la politique commune des pêches, c'est l'idée évidemment d'une régulation. Il y a, si on peut dire, deux sortes de ressources. Les ressources non renouvelables, où on prend dans un stock, typiquement le pétrole, le charbon, considère que le stock est immuable et le prélèvement diminue le stock sans qu'il y ait renouvellement réellement à dimension humaine, et pour laquelle la régulation est assez limitée, sinon qu'on ampute le stock. Le gros souci, on le voit pour le pétrole, c'est évidemment de connaître exactement la quantité de ce stock. Depuis 20 ans, globalement, on dit qu'il n'y a plus de pétrole, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours du pétrole. Vous voyez le problème de l'évaluation du stock initial. Puis deuxième sorte de ressources, ce sont les ressources renouvelables. Ressources renouvelables, ça peut être la forêt, ça peut être évidemment les poissons. Et dans ces ressources renouvelables, l'idée c'est évidemment qu'il y a une régénérescence du stock, donc on peut puiser dedans, le tout étant évidemment que ce stock se maintienne, puisque si on, entre guillemets, tape de trop dans le stock, eh bien si on ampute trop le stock ne pourra plus se reproduire. Alors je laisserai à mon collègue, entre autres, biologiste d'Ifremer, parler de ça beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'aussi bien pour les biologistes que pour les économistes, c'est une problématique qui est assez connue. Alors face à ce problème de la raréfaction de la ressource, je pense que assez vite, puisque ce débat de la raréfaction n'est pas totalement nouveau. Au XIXe siècle, dans les propos lors de la Troisième République, Fernand Braudel, un grand historien, nous montre que c'était déjà dans les débats parlementaires. Donc vous voyez, c'est pas un problème complètement nouveau. Donc effectivement, cette question va être posée. Lors du traité de Rome, avec la constitution de l'Europe, avec le bien fondé de l'Europe, c'est-à-dire évidemment arrêter le fait de se quereller entre pays européens et des conséquences. N'oublions pas qu'on avait eu 3 guerres en l'espace d'un demi-siècle. L'idée était de partager, entre autres, un certain nombre de trésors
qui était à l'époque surtout le charbon et l'acier, d'où la CECA très rapidement. Et dans ce traité de Rome, il y avait quelques points sur la pêche, mais quasiment pas, sinon que les produits de la mer étaient associés aux produits agricoles. Ça veut dire globalement deux choses. Un, c'est qu'on retrouvera globalement dans la gestion des produits de la mer une empreinte agricole très forte. Deux, ça veut dire aussi c'est pas étonnant que les produits de la mer, que la pêche, reviennent au ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Et par rapport à certains débats qu'il y a eu en France autour du fameux ministère de la Mer. Donc voilà, le traité de Rome, il y a un autre article qui est un article de je dirais, la lettre au Père Noël, où il faut être à la fois créer des emplois, disons, avoir des prix qui soient bons pour les producteurs et les consommateurs. Bon, c'est un article que, en tant qu'économiste, on ne peut pas accepter, puisqu'il y avait beaucoup plus d'objectifs que d'outils pour permettre ces objectifs. Donc ce n'était pas très, très sérieux, mais bon, peu importe. Alors, entre 1957-58 et 1983, il y a eu une longue constitution de l'Europe bleue, avec beaucoup de querelles dans cet établissement, entre autres avec le problème de l'adhésion de nouveaux pays, tout particulièrement la Grande-Bretagne. Dans l'intervalle, il faut avoir en tête juste une petite chose, c'est qu'il y a le droit international de la mer, avec la mise en place des zones économiques exclusives, les ZEE, comme on dit, où on est passé de 50 000 à 200 000. Et cette extension de l'espace national maritime, entre guillemets, qui fait de la France quand même le deuxième pays à zone économique exclusive au monde. Cette extension a conduit un certain nombre de pays, entre autres le Royaume-Uni, à perdre des zones traditionnellement de pêche pour eux, entre autres dans le nord et pas loin de l'URSS. Donc c'est vrai que les Anglais étaient assez perdants en termes d'eau, de gestion, lorsqu'ils sont rentrés dans l'Europe et dans la communauté européenne, et donc il y a eu de nombreuses querelles, je ne reviens pas dessus, ce serait trop long. 1983, la PCP est créée. La PCP est créée et, pour 20 ans. Mais par contre, dans les années 2000, on va quasiment oublier que c'était pour 20 ans, on pensait que c'était éternel, mais la question du maintien d'une PCP pouvait être posée, du moins, puisque normalement, l'objectif de la PCP, c'était d'harmoniser et de faire un grand espace, si on peut dire, maritime européen. Les choses ne sont pas simples. Vous savez que le droit d'usage, le fait d'avoir l'habitude de pêcher dans telle ou telle zone, conduit souvent à une appropriation de la zone. Et là, évidemment, c'est un problème juridique sur lequel je ne veux pas rentrer, mais c'est un point évidemment important. Est-ce que le droit d'usage en fait un droit de propriété de tel ou tel espace? Ce qui est sûr, et on le voit aussi bien en mer qu'à terre, c'est que le problème du territoire, l'appropriation du territoire, reste toujours un problème très difficile à gérer, un problème épineux de tension, souvent entre les hommes, voire entre les pays. Donc, on a l'Europe bleue qui va se créer autour de 4 piliers. Il y a 4 volets à cette PCP. Il y a la protection de la ressource. Il y a effectivement l'organisation commune des marchés. Il y a la politique extérieure, il y a la politique structurelle. Donc il y avait 4 volets à cette PCP. Naissance en 1983, mais on ne peut pas déconnecter évidemment la PCP de tout ce qui se passe au niveau européen. Et c'est vrai que l'Europe s'enlise. L'Europe s'enlise au cours des années 70-80 et qu'il faut reconnaître à Jacques Delors d'avoir relancé, d'avoir fait rebondir un peu l'Europe avec son livre, le livre blanc, lancé en 82 et sorti en 86, ce qui va permettre effectivement, progressivement, après de nombreux débats, d'avoir une réforme de la politique communautaire, mais au sens large. C'est cette fameuse réforme de 1992 qui correspond à un mi-parcours pour la pêche, puisque c'était 83-2002. En 92, Maastricht va évidemment changer les choses
changer les choses et en particulier, ça sera aussi une réforme des fonds structurels. Avoir une politique sans moyens, ça relève du rêve. Donc, il faut à tout prix des fonds structurels. On aura la création d'un fonds spécifique à la pêche, IFOP. Emilio Mastracchio était longtemps venu ici nous montrer la construction entre guillemets de son chouchou, mais je dis ça très, très gentiment, puisque l'IFOP, je pense que beaucoup de marins-pêcheurs étaient contents de cet outil. C'est vrai que pour la pêche, qui est un secteur, je dirais quand même relativement petit par rapport à l'ensemble de l'industrie européenne, d'avoir un fonds spécifique, c'était effectivement une reconnaissance importante. Avec une volonté aussi de décentralisation ou de subsidiarité, on a tous connu ici le programme PESCA. Donc on a effectivement Maastricht qui est important aussi par rapport aux aspects sanitaires des produits, puisque la dimension de la protection du consommateur et de la qualité sanitaire des produits rentre alors dans les compétences européennes. Donc c'est aussi un point important. Le dernier point important peut-être de Maastricht, c'est un peu la mise en route de la monnaie européenne qui ne sera validée qu'en 2002, l'euro. Et évidemment, on va arriver ici au temps des réformes. Temps des réformes, c'est la fin des années 90, début 2000, avec l'agenda 2000. L'agenda 2000, donc c'est la réforme des fonds structurels, mais une réforme qui était liée évidemment à la mise en place de l'euro en 2002, et puis à l'entrée d'un certain nombre de nouveaux pays. Donc on a une réforme quand même très particulière des fonds structurels en 2000. On a une réforme de l'organisation commune des marchés, et puis on a effectivement aussi la première discussion, si on peut dire, autour de la réforme de la PCP. On prend conscience d'abord que la PCP, c'est pas éternel. Et deuxièmement, on essaye. Alors, il y a le Parlement, c'est le rapport Fraga, avec de nombreuses, disons, discussions. Il y a le livre vert de la Commission, à l'époque. Et puis, il y a un certain nombre d'ateliers régionaux et d'échanges. Cette réforme va, si on peut dire, entre guillemets, verdir largement la politique commune des pêches, avec cette plus grande priorité à la dimension biologique. Donc il y a un pilier, ayant été 10 ans au comité scientifique et technique économique des pêches, c'est vrai que dans ce comité, il y a déjà une majorité de biologistes. Hein, mais c'est vrai que là, la coloration est encore plus marquée, du moins à mes yeux, sur cette dimension biologique. La PCP2, ce que j'appelle PCP2, eh bien, c'est la période 2003-2012 dans laquelle nous sommes, où il y a effectivement le maintien, je dirais globalement, de la reconnaissance des eaux, des territoires, le maintien de la stabilité relative et système de TAC et quotas, mais par contre l'abandon des plans pluriannuels et le passage à un encadrement un peu différent de l'effort de pêche, avec, je dirais, une dimension plus importante sur l'aspect pluriannuel. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi tous ensemble. L'introduction de plans de pêche au niveau de l'organisation commune des marchés, qui incombe entre autres aux OP. Bon, je pense qu'il y a ici quelques spécialistes, Yves pourra nous en parler tout à l'heure. Donc on a effectivement cette réforme qui s'opère, et aujourd'hui, bien, compte tenu de l'évolution, on ne peut pas imaginer qu'une politique soit arrêtée éternellement, puisque les choses changent, les données sont nouvelles, et donc la nécessité, et ceci était annoncé dès 2002-2003, qu'il y aurait une révision à partir de 2012-2013. Donc nous en sommes ici à voir effectivement, d'un côté la Commission a fait des propositions, la position française a été donnée, ou du moins je le crois, et donc on est dans ce débat entre les divers États membres, les professionnels et la Commission. Voilà peut-être rapidement dresser cette histoire de la PCP. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction très éclairante. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un à un les différents acteurs qui représentent, donc les différents acteurs du débat autour de la PCP. Donc on va commencer par la Commission européenne.
Donc Madame Monique Paria, qui est directrice à la DG Marais, va nous expliquer le texte, enfin l'essence de la réforme que propose la Commission européenne, qui est, je le rappelle, en débat actuellement. Merci beaucoup. Donc, mon nom est Monique Paria, je suis directrice à la Commission européenne pour la politique maritime et de la pêche. Et peut-être en complément, avant de vous d'entrer dans le vif du sujet de cette réforme, peut-être compléter ce qu'a dit Yves Perraudot. D'abord, quand on a créé la PCP en 83, à cette époque-là, donc comme l'a répété, comme l'a redit Yves Perraudot, les eaux ont été étendues, les zones économiques exclusives ont été étendues à 200 000 marins, et ces eaux ont été déclarées au titre de la politique commune de la pêche, puisque la politique commune de la pêche, qui sort effectivement de la même matrice que l'agriculture, est une politique commune. Donc les États ont transféré leur souveraineté en la matière à Bruxelles à l'époque, à Bruxelles, c'est-à-dire aux institutions communautaires. Donc les ZE des États membres de l'Union sont devenus des eaux communautaires. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que de facto, tout navire d'un État de l'Union pouvait aller pêcher dans les eaux du voisin jusqu'à la limite de la plage. D'où une certaine crainte quand même dans beaucoup de pays. Donc on a proposé à cette époque pour... disons, je vais utiliser un langage très, très simple, mais pour faire avaler la pilule des eaux, d'un accès libre aux eaux communautaires, qu'on restreindrait l'accès des 6 à 12 000 aux flottes de l'État riverain, c'est-à-dire la zone des 12 000 Français était limitée aux navires battant pavillon français. Et cette limitation, cette clause de limitation de l'accès est donnée pour 10 ans. Donc c'était en 82-83. Et donc tous les 10 ans, si on ne fait rien, cette limitation de l'accès tombe. Donc ça veut dire que théoriquement, au 1er janvier 2013, si on ne fait rien, n'importe quel bateau espagnol, italien, britannique pourrait venir pêcher dans la bande des 12 000 Français et vice-versa pour tout le monde. D'où c'est impératif au moins de revoir cette clause. Tout en 92, en 2002 et en 2012, ce qui explique cette périodicité 82, 83, 92, 2012, 2002, 2012. Et puis chaque politique commune de la pêche, donc chaque paquet de réglementation, chaque règlement de base prévoyait aussi un rapport au bout de 10 ans sur la mise en œuvre de la PCP. Donc parallèlement à cela, tous les 10 ans, on a un rapport qui analyse comment a fonctionné la politique qu'on a mis en place depuis 10 ans. Et le constat qu'on a toujours malheureusement dû faire tous les 10 ans, c'est que les mesures qu'on avait mises en œuvre ne suffisaient pas pour endiguer un phénomène désormais quasiment structurel de réduction de la ressource, de stock de poissons qui diminuait d'année en année. Et cela en dépit de toutes les mesures qu'on a pu proposer en 83, en 92, en 2002. En 2012, on doit malheureusement refaire le constat que les mesures qu'on a mises en œuvre, qu'on a proposées, ne suffisent pas ou ne sont pas suffisamment adéquates pour permettre de rétablir des stocks à un niveau suffisant pour qu'ils ne soient pas surexploités. Et Monsieur L'Ifremer complétera certainement sur ce point plus tard, mais on a à peu près 75% des stocks de l'Union européenne qui sont surexploités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pêche beaucoup plus que ce que la ressource peut supporter pour continuer. On a parlé de ressources renouvelables, et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que si on pêche trop, il n'y a plus de poissons pour les générations qui vont venir. Et on l'a vu dans les années 80-90 au large du Canada, Terre-Neuve, avec l'effondrement des stocks de cabillaud qui aujourd'hui encore sont toujours alors on peut discuter sur les causes, la surpêche n'est certainement pas la seule cause, mais indéniablement c'est quand même une des causes principales.
Donc c'est ce qu'on veut éviter en Europe. Et c'est là, je crois, ce que je voudrais faire passer comme message aussi, c'est que le fil rouge de notre action à Bruxelles, et Bruxelles c'est la Commission européenne, mais c'est le Parlement européen, c'est le Conseil des ministres. Nous, la Commission, nous proposons. Et ensuite, le Conseil des ministres, et puis le Parlement, cette fois, puisque le Parlement, depuis le traité de Lisbonne, est co-décideur avec le Conseil des ministres. Ce sont eux qui vont décider finalement de quelle politique on mettra en œuvre sur la base de nos propositions. Donc, le fil conducteur de notre politique, c'est la responsabilité qu'on a en matière de gestion de ces stocks, c'est d'assurer qu'on maintienne ces stocks à un niveau qui permettra aux générations futures d'avoir encore des poissons dans la mer et au secteur de la pêche de pouvoir transmettre à ses enfants la poursuite d'une activité de pêche. Donc ça, c'est le fil rouge derrière notre politique. Alors, on fait tous les 10 ans une analyse des mesures qu'on avait proposées et, je vous dis, on doit constater que malheureusement, l'état de ces stocks n'est toujours pas en bon état et que l'activité de pêche devient de plus en plus une activité de surpêche, économiquement de moins en moins rentable, et où on va chercher des espèces de plus en plus lointaines, de plus en plus petites, et où la rentabilité et le rendement économique n'est plus là. Et où on constate aussi depuis 10-15 ans une baisse de l'emploi dans le secteur de la pêche qui est à peu près de 30% depuis 15-20 ans. Voilà, ça c'est le constat. Donc sur la base de ce constat, on a, sur la base de consultations intenses qu'on a eues avec, dans le cadre d'un livre vert, de nouveau, alors les livres, il y en a de toutes les couleurs, hein, mais le livre vert, le vert c'est celui qui démarre, qui est la base d'une consultation publique, donc qui était largement faite à partir de 2008. On a consulté tous les professionnels, les différents partenaires ou les parties intéressées qui pouvaient contribuer. Et sur la base de ces consultations multiples, on a proposé en juillet dernier 2 nouvelles mesures pour les années à partir de 2012, à partir de 2013. Alors, quelles sont les grandes lignes de ces mesures? D'abord, le premier point est, il est impératif, urgent, voire même plus qu'urgent, de rétablir ce qu'on appelle, dans un jargon peut-être pas toujours très élégant, une durabilité à la fois environnementale, économique et sociale du secteur de la pêche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut assurer, il faut redonner au secteur de la pêche des conditions d'être économiquement rentable, socialement gérable et qu'il maintienne une ressource qui soit pérenne. Qu'est-ce qu'on propose pour y arriver? On propose d'une part d'arriver en 2015 à ce qu'on appelle un rendement maximal durable, c'est-à-dire à ce que sur la plupart des stocks commerciaux, on ait une ponction sur ces stocks qui soit la ponction la plus importante possible sans mettre en danger le renouvellement de la ressource. Ce niveau, qui est calculé sur les bases des avis scientifiques, et on reviendra certainement là-dessus, ce niveau, évidemment, impose des réductions d'efforts de pêche de manière à pouvoir l'atteindre le plus rapidement possible, puisque je vous dis, à l'heure actuelle, la plupart de ces stocks sont surpêchés. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on doit réduire la pression pour permettre à ces stocks de se renouveler de manière à atteindre en 2015 cet objectif de rendement maximal durable qui est le niveau de maximisation économique sur chaque stock, qui permettra de donner des prises plus importantes, des poissons plus gros, donc une meilleure rentabilité économique. Le deuxième élément de l'équation, c'est l'élimination des rejets. Alors, là aussi, je crois qu'il est quelque part écologiquement, moralement et économiquement insupportable de considérer qu'on rejette à peu près 30% de ce qui est pêché.
on rejette à la mer actuellement environ 1,7 million de tonnes de poissons morts qui retournent à la mer. Ces poissons ne seront jamais vendus, ne se renouvelleront jamais et ne feront jamais de poissons qui pourront être commercialisés. Donc l'idée est d'arriver à une plus grande sélectivité pour permettre à ces poissons, comme je dis, de grandir ou d'être pêchés à un moment qui est plus propice et d'être comptabilisés dans la biomasse. Donc de manière, retour au premier point, à atteindre le RMD, le revenu maximal durable, le plus vite possible et de permettre à terme d'augmenter les TAC, les taux admissibles de capture. Le deuxième élément est ce que nous appelons les concessions individuelles transférables. Alors, l'idée là également, on a financé pendant plus de 20 ans la démolition de navires de pêche. On a consacré à peu près 3 milliards d'euros entre 1990 et 2010 à démolir des navires. En 2012, on est toujours dans une situation de surcapacité de la plupart des flottes. Donc, on a pris une décision politique qui est contestée notamment en France, mais c'est une décision qu'on a voulu prendre de ne plus consacrer l'argent public, qui est votre argent, l'argent du contribuable européen, qui coûte cher en plus, pour une politique qui n'a pas démontré ses effets. Donc l'idée est d'avoir aussi une approche plus entrepreneuriale de la gestion de la ressource et de la gestion des quotas en établissant un système de droit de pêche qui soit transférable entre les différents acteurs du secteur, en laissant aux États membres la flexibilité pour établir ces systèmes de gestion et établir notamment des garde-fous pour éviter une trop grande concentration de la gestion sur un nombre très limité de navires, une limitation à ces transferts dans un cadre national pour éviter que certaines grosses sociétés de pays puissent totalement phagocyter des navires d'autres pays, de limiter cela aux navires de plus de 12 mètres et d'offrir la possibilité de différents systèmes de gestion qui soient totalement individuels ou de gestion collective par les OP notamment. Donc ce n'est pas une privatisation de la ressource, parce que je sais que vous allez me dire ça les uns ou les autres à un moment donné, c'est une concession qui est concédée pour une durée déterminée dans le temps, nous proposons 15 ans, et qui est révocable et qui sera redonnée à l'État au bout de 15 ans. Et là également, je voudrais dire, nous proposons un cadre, un système, mais évidemment, comme je l'ai dit, laissons une marge de manœuvre importante, souhaitons laisser une marge de manœuvre importante aux États membres, aux autorités nationales et au secteur pour définir les meilleures conditions d'organisation de ce système de concession transférable individuelle. Un troisième élément de cette réforme est lié au fait qu'on nous a beaucoup reproché, à juste titre, de légiférer sur tout, et vous connaissez tous notre législation sur la taille des concombres ou la courbure des bananes. On l'a légiféré dans le domaine de la pêche aussi beaucoup, je crois qu'on a à peu près 2 ou 3 000 outils juridiques qui concernent la maille des filets, la taille des poissons, bon, toute une série de choses où effectivement on peut considérer qu'on n'est peut-être pas les mieux inspirés pour prendre ces mesures à Bruxelles, que peut-être ce n'est pas le niveau européen qui est le plus approprié. Donc nous proposons de travailler dans un cadre plus décentralisé, si je puis m'exprimer ainsi, ce qu'on appelle la régionalisation, qui consisterait à définir au niveau communautaire, donc au niveau de l'Union, un cadre dans lequel, par exemple, dans 2 grands domaines, pour les plans de gestion pluriannuels, où on définirait les grands objectifs, le niveau RMD à atteindre,
un certain nombre d'autres éléments, et ensuite on demanderait aux États membres concernés, et cette fois pas à 27 États membres, mais à ceux qui sont concernés, donc dans un bassin géographique particulier, de traduire tout cela en mesures plus spécifiques, ensemble avec les professionnels. Idem pour les mesures techniques, donc même principe, on définit le cadre à Bruxelles et ensuite on laisse aux États membres, avec les professionnels, la manière de poursuivre et de détailler, de définir plus spécifiquement comment mettre en œuvre ces objectifs dans un contexte régional particulier, qui peut être différent dans une région ou dans une autre. Donc l'avantage, c'est que, je le dis, au lieu que ces décisions soient prises à 27 à Bruxelles dans le cadre d'un processus législatif assez lourd, ce soit pris à un niveau beaucoup plus local, plus régional et plus adapté. On considère également que ces mesures seraient mieux définies, donc mieux adaptées et par conséquent mieux contrôlées également. Et ces mesures permettraient également une coopération transfrontalière, puisque l'idée de régionalisation est que les pays qui sont concernés, par exemple la France et l'Espagne, ou la France et la Grande-Bretagne et l'Irlande, puissent définir entre eux ces mesures et améliorer ainsi la coopération transfrontalière entre eux pour définir les meilleures mesures. Et il y a déjà quelques exemples qui existent en la matière. Dernier élément, c'est l'amélioration de la coopération entre les scientifiques et les pêcheurs également, puisque là également, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait un rapprochement plus étroit entre le monde scientifique et le secteur pour définir les mesures les plus appropriées pour gérer ces stocks. Le quatrième volet concerne, on y reviendra plus en détail dans la prochaine table ronde, la valorisation, une meilleure valorisation des produits de la pêche. Parce qu'on a constaté également que ces produits de la pêche sont souvent très mal valorisés. Mal valorisés en termes de commercialisation des produits parce qu'ils arrivent parfois sur le marché à des moments qui ne sont pas opportuns ou qui ne sont pas assez étalés, parce qu'on a constaté également que la profession n'a pas toujours les reins suffisamment solides pour négocier des prix corrects avec la distribution, et parce que souvent les consommateurs ne savent pas très bien ce qu'ils achètent. Quel type de poisson, quand est-ce qu'il était pêché, etc. On reviendra sur cela plus en détail tout à l'heure, donc je reviendrai là-dessus. Donc, un axe également de notre réforme est de mieux valoriser ces produits, de fournir une meilleure information aux consommateurs et de mieux valoriser la pêche locale de manière à obtenir de meilleurs prix pour les poissons et pour les produits de la pêche. Enfin, dernier volet, j'en aurai fini après là-dessus. Le dernier volet, c'est l'accompagnement financier de cette réforme. Donc, comme l'a dit Yves Perraudot, on a depuis un certain nombre d'années, depuis 1992, un fonds spécifique pour la pêche, qui s'est appelé IFOP pendant une période, puis encore IFOP pendant une autre période, qui s'appelle maintenant Fonds européen pour la pêche, et qui à partir de 2013 s'appellera Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP, et qui fournira 6,5 milliards d'euros pendant 7 ans pour accompagner cette réforme. C'est-à-dire pour arriver vers une pêche durable, plus compétitive, avec un avenir et des perspectives économiques. Alors l'accent est mis sur la pêche côtière, sur l'innovation, sur la sélectivité et la modernisation des navires, sur l'amélioration des conditions de travail à bord des navires de pêche, sur le développement de l'aquaculture, sur l'amélioration des compétences des acteurs du secteur de la pêche, et en particulier, et aussi des conjoints qui sont souvent les parents pauvres de ce secteur, sur le développement de méthodes de production plus respectueuses de l'environnement, et aussi un axe important, et je reviendrai plus tard si vous le souhaitez là-dessus, sur le développement du tissu économique local et la création d'emplois dans les régions côtières, maritimes, pour redynamiser le tissu économique local. Et, point qui également est un point qui fait un petit peu contentieux, c'est que nous avons décidé de ne plus, je l'ai dit, financer les aides à la démolition ou à l'arrêt temporaire. Donc de consacrer tout l'argent
du Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes, de le consacrer aux acteurs du secteur, au développement du secteur, à l'innovation dans le secteur, et non plus à donner de l'argent majoritairement à des propriétaires de navires pour démolir leurs bateaux. Juste un chiffre en la matière, pour vous donner une petite idée, pour que ce soit plus parlant. On a estimé que pour démolir un bateau, on donnait à peu près 1 million d'euros à un armateur pour créer 0 emploi, au contraire, pour en démolir, alors qu'avec 5 à 6 000 euros, on pouvait créer des emplois dans les régions côtières. Donc voilà, c'est une question de coût d'opportunité, un choix politique que nous avons fait à la Commission et que nous proposons maintenant dans le cadre de cette réforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons écouter les uns et les autres. Donc sur cette base de la proposition de la Commission, on va commencer par donc, le Parlement européen, enfin plus précisément la Commission pêche du Parlement européen. Donc Émilie Herbart qui est là représente Alain Cadec qui est empêché. Donc elle va nous expliquer un petit peu le travail qui est mené et les différentes critiques qui sont formulées par cette commission. Bonjour à tous, donc je suis Émilie Herbart, je suis l'assistante parlementaire d'Alain Cadec à Bruxelles et à Strasbourg. Alain Cadec tient à s'excuser, il n'a pas pu être présent aujourd'hui, il est parti en mission d'observation au Sénégal pour le 2e tour des élections. Donc voilà, mon but avec ma présentation aujourd'hui, donc si vous pouvez mettre le slide numéro 1, c'est de présenter le travail législatif qui est fait en commission de la pêche à Bruxelles. Donc, je vais passer rapidement sur les origines de la PCP, puisque ça nous a été bien expliqué maintenant. C'est donc le traité de Rome qui en fait une politique communautaire en 1957. Et parce qu'à l'époque, c'était aussi une partie de la politique agricole commune. Donc, quels sont les objectifs principaux de cette PCP? C'est de préserver les stocks halieutiques, effectivement, puisque on a besoin de préserver les stocks de poissons pour les générations futures. Deuxièmement, garantir la viabilité économique des flottes européennes, c'est-à-dire pour que le secteur puisse continuer à vivre de son activité. Et troisièmement, fournir une alimentation aux consommateurs, une alimentation de qualité. C'est vrai que tout le monde a envie de savoir ce qu'il mange et ce qu'il a dans son assiette. Donc voilà, c'est en 1983 que la politique commune de la pêche est réellement structurée et on a le premier règlement sur la politique commune de la pêche. Et ensuite, comme nous l'a expliqué Monique Parriard, il y a une réforme tous les 10 ans pour s'adapter au nouveau contexte économique, social et environnemental. Et les textes qui sont aujourd'hui en vigueur sont les textes de 2002. Donc, quels sont les principes de cette PCP actuelle? Le principe de base, c'est la stabilité relative. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement? Ça nous a déjà été expliqué. C'est les États membres ont défini en 1982 la manière dont ils allaient se répartir les quotas qui sont décidés par la Commission européenne. Donc, cette clé de répartition, elle permet aujourd'hui, tous les ans, de répartir les quotas qui sont décidés donc tous les ans entre les différents États membres. Et on a essayé de garder cette stabilité relative qui est basée sur des captures historiques pour pouvoir maintenir un tissu social et économique de la pêche dans les différentes régions européennes. La gestion de cette politique commune de la pêche, elle se fait principalement par 2 instruments, les mesures quantitatives, qui sont la limitation des captures et de l'effort de pêche. Alors la limitation des captures, c'est limiter le nombre de poissons qu'on peut prendre, et l'effort de pêche, c'est limiter le nombre de jours de pêche et la puissance des navires. Et elles sont accompagnées de mesures plutôt qualitatives, et ce sont des mesures techniques, c'est-à-dire on légifère sur la taille, par exemple, des filets de pêche. On agrandit les mailles pour que certains poissons puissent s'échapper du filet. Si c'est des poissons qu'on ne veut pas pêcher, par exemple les tout petits poissons, on ne veut pas les pêcher pour garantir la préservation et le renouvellement de la ressource. Voilà, donc il y a des aides structurelles qui sont mises en place pour justement à destination du secteur. C'est des investissements structurels, par exemple dans les ports ou la modernisation des navires, mais j'y reviendrai. Voilà. Donc, numéro 4. Donc, comme vous avez compris, il y a une réforme qui est en cours en ce moment et 3 nouveaux règlements nous ont été proposés par la Commission européenne. Le règlement de base qui contient toutes les mesures de gestion et les objectifs de la PCP. Quels sont les objectifs que nous voulons pour cette PCP?
Deuxièmement, l'organisation commune des marchés, ce sont les règles de commercialisation des produits et l'information aux consommateurs. Et enfin, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ce sont les aides structurelles au secteur. Et comme l'a dit Monique Paria, le Parlement européen a aujourd'hui un tout nouveau rôle. Pour le Parlement européen, c'est très important. Depuis 2009, depuis l'adoption du traité de Lisbonne, les députés européens ont un rôle beaucoup plus important dans la décision sur la nouvelle politique commune de la pêche. Avant Lisbonne, c'était la Commission qui proposait et ensuite le Conseil qui décidait. Le Conseil, c'est les représentants des 27 États membres. Aujourd'hui, avec Lisbonne, la différence, c'est que la Commission propose toujours et le Parlement et le Conseil décident ensemble. Donc, comme le dit souvent Alain Cadec, la Commission propose, le Parlement et le Conseil disposent. Voilà, donc cette réforme est en cours d'examen dans les institutions. Et aujourd'hui, la Commission nous a donné les textes et le Parlement européen, depuis juillet 2011, regarde ces textes et les modifie. Alors, il peut supprimer, modifier, rajouter des parties au texte. Ça s'appelle amender les textes. Et le Parlement européen... Donc d'abord, la Commission de la pêche essaye d'avoir une position unique. Déjà, ça, c'est pas facile. Et ensuite, elle propose cette position au Parlement européen, qui lui va voter normalement en fin de cette année-ci ou début de l'année prochaine. Et ensuite, donc, on aura une position du Parlement. Cette position, ce sera la base de négociation avec le Conseil. Et ensuite, on pourra négocier avec le Conseil et voir ce que le Conseil propose d'amender. Ça va être long. Voilà, donc rapidement, la Commission de la pêche, il y a une quarantaine de députés de plusieurs nationalités, dont surtout les nationalités de pêche, enfin, les pays qui pêchent dans l'Union européenne. Donc j'en viens au contenu des propositions, et c'est là que ça se corse un petit peu. Pour Alain Cadec, cette proposition est ultralibérale. Il part du fait qu'il y a deux constats fallacieux qui sont faits par la Commission européenne. Alors, que le fait qu'il existe une surcapacité de la flotte européenne. Alors on en a parlé. Pour lui, il n'existe aucune définition de la surcapacité. Et d'ailleurs, comment bâtir une réforme sur un concept qui n'est pas défini et qui n'est pas avéré? Alors, qu'est-ce que c'est la surcapacité? Si on prend la définition de la Commission, c'est que le nombre de navires aujourd'hui en Europe est trop important. Voilà, et donc le deuxième constat, mais Alain Cadec s'oppose à ce constat. Et le deuxième constat, c'est que la pêche européenne n'est pas économiquement viable. Alors là aussi, il n'est pas d'accord et il pense que c'est une activité économique qui fonctionne et qui a un avenir. Voilà, donc c'est quand même 140 000 emplois en Europe, 140 000 emplois directs et indirects, la pêche aujourd'hui. Et elle permet la sécurité alimentaire de l'Union européenne et elle permet des emplois dans la région et également l'aménagement des territoires, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est important que l'emploi reste aussi dans les régions côtières. Donc, l'objectif de la Commission, pour Alain Cadec, c'est de réduire la flotte européenne et de reconvertir les pêcheurs. C'est vraiment un objectif que ne partage pas Alain Cadec. Donc, pour lui, c'est une réforme ultralibérale guidée uniquement par la loi du marché. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les propositions plus concrètes. Alors, donc, on a, comme nous disait Monique Paria, les concessions de pêche transférables. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des droits d'accès à la ressource qui sont monétarisés. Donc, on aura les quotas, comme on a aujourd'hui, des quotas qui sont distribués aux États membres, et les CPT, donc un droit d'utilisation de ces quotas, qui sont distribués aux propriétaires des bateaux, et les propriétaires des bateaux pourront les vendre ou les louer à d'autres propriétaires. Mais le but, c'est donc qu'ils les vendent, enfin, le but, c'est que les meilleurs acteurs économiques puissent les acheter et que les plus faibles sortent du secteur parce qu'ils ne sont pas économiquement viables. Et la Commission pense que le capital que pourra en retirer un pêcheur lorsqu'il vend sa concession, il vend son navire, donc il ne peut plus travailler, ça pourra lui permettre de financer de nouvelles activités et de sortir de l'activité de pêche. Donc c'est un encouragement à sortir de l'activité et c'est vraiment pas ce que souhaite Alain Cadec et d'ailleurs d'autres personnes. Donc le risque, c'est vraiment que les gros armements achètent tous les droits de pêche et que
l'activité de la pêche artisanale soit détruite. Donc, et alors que c'est elle la plus grande pourvoyeuse d'emplois quand même. Donc ce qu'il faut expliquer rapidement, c'est quand même que les quotas qui sont décidés, qui sont proposés par la Commission européenne chaque année en décembre et ensuite négociés avec le Conseil, restent les mêmes. Mais donc, si vous avez aujourd'hui 100 bateaux qui pêchent 1000 tonnes, avec la mise en place de concessions de pêche transférables, vous aurez demain 10 bateaux qui pêchent toujours 1000 tonnes. Donc, pour la préservation de leurs ressources, les concessions de pêche transférables, elles, ne servent à rien. Voilà, donc deuxièmement, l'interdiction des rejets. Là aussi, on en a parlé. Qu'est-ce que c'est les rejets? C'est ce que le pêcheur pêche, mais qu'il n'a pas le droit de commercialiser. Donc, d'habitude, il le rejette à la mer. C'est par exemple les petits poissons, les juvéniles. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que propose la Commission, c'est de ramener tous ces rejets à terre. Mais ça pose un certain nombre de problèmes, notamment le fait que le pêcheur, s'il doit garder ces poissons qu'il devrait normalement rejeter, il n'aura peut-être pas de place sur son bateau, les moteurs ne seront pas assez puissants, et donc quand il les déposera à terre, il ne pourra pas les vendre, il va avoir un manque à gagner, donc ça va être plutôt difficile. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas applicable aujourd'hui. Le RMD, donc le rendement maximum durable, on l'a dit aussi, c'est le niveau de pêche qui ne met pas en danger le renouvellement de la ressource. Celui-là, il est prévu pour 2015 dans la proposition. Là aussi, c'est trop rapide. Alain Cadec propose plutôt 2020 pour les stocks où c'est possible, ou plus tard s'il y a besoin. Voilà, donc toutes ces propositions entraînent la reconversion des pêcheurs, ce qui n'est pas admissible. Et pour finir, je vais vous parler rapidement du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche. Alors, il accompagne la mise en œuvre de la réforme, et donc le budget proposé, c'est 6,5 milliards d'euros sur 7 ans, et il finance les activités de pêche, l'aquaculture et la politique maritime. Voilà, donc simplement, Alain Cadec est rapporteur sur ce sujet au Parlement. Là aussi, les discussions sont en cours en ce moment à la Commission de la pêche, donc en codécision. Voilà. Donc quelques propositions qu'ils souhaitent ajouter ou éclairer dans ce fonds, c'est encourager l'entrée des jeunes dans le secteur, renouveler, c'est-à-dire renouveler les navires, parce que les navires ont quand même 27 ans de moyenne d'âge, hein. Voilà, ils sont plutôt vieux et on a besoin d'investissements dans la modernisation des navires, non seulement pour la sécurité à bord, mais aussi pour des moteurs économes en énergie. Voilà, donc il propose aussi de financer la destruction des navires, contrairement à ce que propose la Commission, mais sous certaines conditions, et ça c'est encore en discussion. À partir du moment où vous restez dans le secteur de la pêche, je pense que c'est important parce qu'on ne peut effectivement pas uniquement détruire pour détruire. Voilà, donc simplement aussi investir peut-être dans les ports et les à la marée et mettre en place un fonds, mettre en place un système d'aide aux pêcheurs qui sont confrontés à des crises temporaires ou des crises graves comme la crise du gasoil, on en a souvent et dans tous les États de l'Union européenne. Voilà, et le soutien également à l'aquaculture, on n'en a pas encore parlé. Voilà ce que je voulais vous dire sur la position d'Alain Cadec au Parlement. Alors juste peut-être une toute petite précision sur le calendrier, savoir exactement quand est-ce que ça a commencé, où est-ce qu'on en est, juste brièvement pour voir à peu près où on en est de cette réforme. Alors, les textes de la Commission sont arrivés au Parlement le 15 juillet 2011. Aujourd'hui, sur les 3 rapports principaux, on est en discussion et on a des dates butoirs pour rendre les amendements qui sont maintenant décidés sur la plupart des rapports. Mais je pense que le Parlement va rendre sa position au début de l'année 2013. Je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a des sujets qui posent problème, notamment les concessions de pêche transférables. Et on en discute beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, je vais passer la parole à Olivier Lenezette, qui représente donc les pêcheurs, qui est le président du comité régional des pêches de Bretagne. Merci. Après un tel postulat, je crois qu'on va tous aller se pendre. Enfin bon, soyons quand même optimistes. Je vais quand même revenir sur certains points de la commission qui, à mon avis, ne font pas l'unanimité, même au sein des personnes présentes. Sur la PCP en elle-même, je pense que, je suis même persuadé, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a très bien marché. Ce qui n'a pas marché, c'est peut-être que la commission
prend des décisions qui ne reflètent pas le terrain et la réalité de la vision des marins en mer et des professionnels. Propose, mais quand on propose, on dispose généralement. Les États membres décident à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a une codécision dans le Parlement qui n'existait pas avant, fort heureusement d'ailleurs. Après, nous ne serons pas sur la même longueur d'onde, j'imagine, peut-être sur une seule, c'est que il faut peut-être dérégionaliser un peu les compétences justement de la Commission sur le terrain et au plus proche du terrain, c'est-à-dire peut-être en renforçant entre autres les RAC qui à l'heure d'aujourd'hui font l'unanimité auprès des professionnels. Je vais revenir quand même sur ce que vous avez dit, c'est que, entre autres, sur les rejets, je pense que, entre autres, là je prends ma casquette départementale, mais on a une flottille, c'est vrai, à majorité chalutière. Les rejets, oui, c'est une préoccupation de la filière. Mais je crois que beaucoup d'efforts ont été effectués par les professionnels en termes de sélectivité. Qui plus est, sous la langoustine, entre autres, sur d'autres espèces, le merlu, par exemple, je crois que ramener tous les rejets à terre serait une pure ineptie, je pense, parce que déjà les bateaux, les navires ne sont pas adaptés pour ramener ces rejets, sachant que dans ces rejets, il y a les rejets vivants et morts. Quid de ce que vous faites de ceux qui sont vivants? Et au-delà de ça, a-t-on pensé justement à ces petites têtes au fond qui, entre autres avec ces rejets qui retombent sur le fond, nourrissent justement à nouveau l'écosystème? Vous donnez des chiffres, 1,7 million de tonnes de rejetés. Je pense que cela est à vérifier. Je pense que c'est une estimation, comme vous l'avez dit. Et comme toute estimation, on est en droit de douter sur une estimation qui n'est pas avérée. Vous dites en même temps que ça permettrait de pouvoir augmenter les tacs et quotas. Je demande à voir. Alors je vais essayer d'être assez bref parce qu'il y a les collègues, je pense, et il y a beaucoup de monde dans la salle qui aimerait prendre la parole. Sur les PSF, je tiens à souligner quand même que la Bretagne, entre autres, a quand même détruit près de 50% de sa flotte en 10 ans. Alors après, quand vous dites après que oui, ça n'a pas marché parce qu'il y a une diminution du nombre de marins, mathématiquement, alors moi que je suis pas bon, c'est vrai, on n'est peut-être pas très bon en maths. Enfin, quand je prends une calculette, quand on diminue 5% de la flottille, c'est sûr que de toute manière, on aura une diminution du nombre de marins. Par contre, les navires restants, là d'aujourd'hui, sont dans une dynamique, on va dire, négative, à partir du moment où ces navires ont près de 25 ans. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous prenez, je pense à Maurice qui est en haut là-bas, parce que il le dit souvent, déjà la pêche, ce n'est pas, on va dire, les petits poissons, ils ont tous une queue, c'est la cueillette. Comme il le dit régulièrement. On va pas planter des carottes comme nos amis agriculteurs, qui sont peut-être dans la salle d'ailleurs, et on ne sait pas ce que l'on va pêcher. Deuxième chose, sur ce qui est, entre autres, sur justement le renouvellement de la flottille, à Lorient, entre autres, 120 navires, moyenne d'âge, allez, on va dire, de 5 ou 30 ans, il faudrait 40 ans pour renouveler la flottille. Alors d'aujourd'hui, il existe des patrons qui ont acheté des navires qui sont plus âgés qu'eux. Est-ce cohérent ou pas de la part de la Commission de laisser ces marins avec des navires où alors d'aujourd'hui la sécurité est le maître mot des professionnels, peut-être pas de la Commission, la preuve en est, et en termes de confort. Je pense que le souhait de tout marin est de pouvoir naviguer sur des navires qui soient économes, sécuritaires et confortables. Alors d'aujourd'hui, dans le constat qui est fait de la Commission et dans les nouvelles propositions qui est faite par la Commission sur la PCP, ce n'est pas le cas. Sur ce qui est de la traçabilité des produits, alors d'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts de fait sur ces traçabilités des produits de la mer. C'est vrai que c'est sûr que, vu de Bruxelles, j'en fais un constat, c'est que je vois souvent du poisson carré et avec des normes Atlantique Nord-Est qui sont tellement vastes qui de toute manière ne correspondent à rien. Nous, professionnels, nous préférons faire de la traçabilité peut-être un peu trop protectionnisme, je peux en concevoir,
mais faisant déjà de la traçabilité par État membre, et on aura une visibilité des produits un peu plus cohérents. Sachant que derrière tout ça, vous m'excuserez, quand vous parlez de la nouvelle PCP, où est le volet social? Le dumping social, nous le constatons tous les jours. Alors d'aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret, qui est un exemple flagrant, alors d'aujourd'hui, d'une mauvaise gestion et de proposition de la Commission. En ces termes, c'est le dumping social sur, par exemple, des espèces où, à l'heure d'aujourd'hui, les professionnels ont protégé la ressource sur le merlu, par exemple. Mais je vais prendre l'anchois, qui est un exemple assez criant sur la façade atlantique, où, à l'heure d'aujourd'hui, on a eu une imposition de fermeture de pêche sur l'anchois, certes, qui pouvait tout à fait être pertinente parce que la ressource n'était pas présente. Était-ce du fait des professionnels du monde de la pêche? Je me tourne vers Alain là-dessus et ses scientifiques. Je pense que le constat n'a pas été que ce soit le fait que des professionnels, entre autres, peut-être le changement climatique, la pollution tellurique. Toujours est-il qu'on a perdu un savoir-faire sur le terrain, qui à l'heure d'aujourd'hui, on fait venir de l'anchois hors Europe, avec aucune traçabilité, et on va dire en termes d'empreinte carbone, je pense qu'à mon avis, il y a vraiment des questions à se poser. Nous, ce que nous proposons à l'heure d'aujourd'hui, c'est que justement, on mette en place, vraiment comme ça a été fait à l'heure d'aujourd'hui, entre autres en Bretagne et en France, qui plus est, la continuité de la PCP, comme elle était, mais qu'elle soit vraiment appliquée dans tous les États membres. En termes de contrôle, tout à fait, nous ne sommes pas opposés au contrôle, nous sommes justement pour qu'il y ait plus de contrôle, et qu'il soit équitable entre tous les États membres, et aussi que l'on donne justement les moyens aux professionnels, que ce soit économique, mais aussi en termes de mesures techniques et de visibilité de leurs entreprises, qu'on leur donne les moyens justement de mettre en application leur savoir-faire et leurs compétences et spécificités de chaque métier. Parce que la pêche, ce n'est pas un métier. La Commission, généralement, globalise comme 75% des ressources sont surexploitées. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. C'est un constat mondial. Faisons déjà un constat par État membre. Faisons un constat par État membre. Et nous pourrons peut-être en rediscuter. Sur le RMD, vous dites 2015, jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est le traité de Johannesburg, si je n'ai pas de mémoire, préconise 2020. Quel intérêt de la Commission de vouloir devancer une proposition internationale qui est de 2020? À l'heure d'aujourd'hui, 2015, quand bien même que l'on se prête toutes les pêcheries mondiales, arriverait-on réellement au RMD? Et qu'est-ce qu'est la définition du RMD? J'en arrive à une autre définition qui, à l'heure d'aujourd'hui, qui pose vraiment souci. Qu'est-ce que de la pêche artisanale au niveau de la Commission? Des navires de moins de 12 mètres. On est bien d'accord. Est-ce la réalité dans tous les États membres? Est-ce que toutes les pêches sont identiques dans tous les États membres? Je ne crois pas. Je vais prendre la flotte grecque, entre autres, parce que Mme Damanaki, qui est la commissaire, je pense que c'est plus des yolles qui font 8 mètres. Tiens, c'est bizarre, elle ne sera pas concernée par ces problématiques de réglementation. Mais est-ce que un pays comme la France ou l'Espagne a ce genre de flottille? Non. Je regrette. Alors d'aujourd'hui, faisons une définition qui correspond et qui soit visuelle par chaque État membre. J'en arrive, et je termine là-dessus, parce qu'on pourrait épiloguer pendant des heures, parce que c'est vrai que tout le monde là-dessus, on y est, sur la co-expertise. Très bien. Sachez que si vous n'en êtes pas informé, c'est déjà le cas sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, les professionnels n'ont pas attendu la commission pour travailler en expertise partagée ou en co-expertise avec nos scientifiques, et entre autres nos amis scientifiques de l'Ifremer de Lorient pourront vous le confirmer. J'essaye de rien oublier parce qu'il y en a, je peux vous dire qu'on pourra y revenir. Sur le fonds européen, alors ça par contre c'est très rigolo. C'est pour les affaires maritimes et la pêche. J'ai cru voir que dans le fonds européen ne seraient éligibles les navires, et
les chefs d'entreprise, qu'une seule fois, pendant la durée, sur les 7 ans, du FEAMP. Magnifique. Magnifique, je pense que ça c'est une avancée majeure, d'ailleurs, je pense que je tiens à le souligner, vraiment une très bonne avancée. Mais pas du tout positive, mais tout à fait négative. Et entre autres, je crois que certaines structures pourraient être éligibles, et entre autres, je reviens, on va dire, à l'environnemental, où, à l'heure d'aujourd'hui, certaines obligations communautaires, oui, certes, ou encore, l'Europe a encore été, et la France, entre autres, nous avons été encore plus qu'exemplaires. Vous avez parlé de la surface maritime nationale, qui est la 2e au monde, où la mise en place des aires marines protégées, et entre autres, ce genre de structure pourrait être éligible à ces fonds. Doit-on annoncer à tous nos professionnels, comme le dit, je tiens à souligner la présence de Dédé, que je remercie d'ailleurs, que nos pêcheurs seraient demain tous des vendeurs de pizza, parce que vous ne parlez que de reconversion. La reconversion, nous on n'est pas dans la reconversion, mais dans la continuité d'un métier, et dans l'esprit d'une pêche durable, et non pas d'un arrêt durable de la pêche, comme certains de nos amis ONG. Je ne vais pas citer certaines ONG qui campent, on va dire c'est même plus qui campent, qui ont mis des blocos devant la commission, et qui y sont tous les jours à faire pied de rue. Je regrette, à l'heure d'aujourd'hui, prenez un peu en compte de ce qui a été fait dans les États membres où ça a marché. Vraiment, la PCP, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Venez voir les professionnels, écoutez-les, mais entendez-les. Parce que c'est pas le tout de venir les voir pour faire, on va dire, un constat. Mais il faut peut-être prendre en compte aussi ce que les professionnels ont comme retour à vous transmettre, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui vont en mer. Ce n'est pas la commission. Et si il y a un constat à faire, c'est que c'est eux qui sont les sentinelles, justement, de la protection de la biodiversité et des ressources marines en tant que telles. Donc, redonnons les lettres de noblesse à ce métier. Ne stigmatisons pas la pêche comme le seul responsable de tous les maux de la mer. Je pense à d'autres exploitations qui se font actuellement, qui vont demain peut-être se développer. Et donnons de la visibilité à ces entreprises, et entre autres artisanales, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la pêche, c'est de la petite pêche jusqu'à la pêche industrielle. Parce qu'il n'y a pas de mauvais pêcheurs, il n'y a pas de mauvais engins avec des mauvaises pratiques. Et pour cela, donnez-leur les moyens pour faire des bateaux qui soient justement économiques, pour essayer de s'affranchir, parce que vous dites qu'ils ne sont pas économiquement viables. C'est sûr qu'il y avait des bateaux de 30 ans, alors d'aujourd'hui, avec un gasoil qui a explosé en termes de coût, les entreprises ne le deviendront plus. Alors donnez-leur les moyens de pouvoir renouveler une flottille qui soit économiquement viable à tous les échelles, c'est-à-dire de la petite pêche à la pêche industrielle, et surtout ne stigmatisons pas, comme je vais le répéter encore une fois, une certaine flottille, parce qu'on va reporter l'effort de pêche sur des zones où justement là il y aura des difficultés après. Donc, je laisse la parole. Merci beaucoup. Donc on va continuer le tour de table avant les débats tout à l'heure, les uns pour répondre aux autres. Donc je passe maintenant la parole à Yves Fouezon, qui est le directeur adjoint de Pêcheurs de Bretagne. Oui, merci. Bonjour à tous. Juste pour situer un peu Pêcheurs de Bretagne dans le débat, donc nous sommes une coopérative qui est présente sur la Bretagne historique, parce que nous avons aussi des adhérents qui sont les navires de pêche aussi en Loire-Atlantique, donc Bretagne que sur l'Atlantique, voire aussi dans d'autres régions de France, mais c'est beaucoup plus marginal. À peu près 800 navires, toute pêche confondue, tout métier, et pour ce qui est ici de l'Orient, donc pêche artisanale majoritairement, et des gros armements comme l'escapèche que vous devez connaître, donc des bateaux de 46 mètres pêchant Ouest Écosse. Donc coopérative, donc les membres sont des pêcheurs, avec un conseil d'administration, statut privé, mais nous avons une particularité, c'est que nous sommes reconnus en tant qu'organisation de producteurs. Et ça, c'est un agrément qu'on reçoit de la Commission européenne sur proposition des États membres et qui nous incombe dans nos missions sur deux points essentiels, qui est la gestion des marchés et aussi de plus en plus, depuis on va dire les 10 dernières années, sur la gestion des ressources. Alors, par où commencer, parce que c'est
toujours difficile de ne pas paraphraser les intervenants précédents, et qu'on parle tous de la même chose, mais différemment. Disons que sur le bilan, si on fait un bilan, j'entends bien qu'il est souvent présenté de manière négative. Souvent, le secteur est souvent montré à dessein, alors que ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'une politique commune de la pêche, on a bien entendu que c'est la Commission qui propose, le Conseil qui décide, aujourd'hui en codécision avec le Parlement, mais si on fait le bilan des réformes passées, je m'en tiendrai juste au Conseil, et le pêcheur qui subit. C'est-à-dire que la remarque que je voudrais faire, c'est qu'on n'a peut-être pas fait les bonnes propositions, et qu'elles n'ont peut-être pas, elles n'ont pas émané entre guillemets du bon niveau, et que le Conseil n'a peut-être pas pris les bonnes décisions. Et tout ça pour dire, pas pour accuser et dans un esprit polémique sur les uns ou sur les autres, c'est juste pour dire que s'il y a un constat à faire, on doit l'assumer collectivement. Et il y a deux exemples, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser dire sur l'état des stocks le discours de la Commission ou d'autres, parce qu'on entend beaucoup d'ONG aussi qui s'intéressent à la pêche depuis ces dernières années, c'est de dire la surexploitation des stocks. Nous, on parle toujours de généralité. Moi, je suis désolé, le cabillaud en mer Celtique, c'est pas le cabillaud en mer du Nord. Et le cabillaud en mer Celtique n'est pas du tout surexploité. Il est à un niveau de ressources satisfaisant. La surcapacité, c'est la même chose. La surcapacité, où on me parle de surcapacité pour l'Europe entière, on demande un bilan sur la surcapacité par État membre. Je suis désolé, mais je pense que le constat qui pourrait être fait en Grande-Bretagne, en France ou en Espagne n'est pas le même. Donc les efforts, c'est-à-dire qu'on ne part pas tous du même niveau. C'est-à-dire que les efforts peut-être à faire par certains sont certainement plus importants. Et l'échec patent, et qui est là, qui n'incombe pas au secteur des réformes passées, c'est le contrôle des pêches. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on nous pond des lois, mais sur la route, on a beau nous dire c'est 110, mais s'il n'y a personne pour contrôler et qu'on ne vient pas nous taper sur les doigts de temps en temps, là, le contrôle des pêches est pour moi, dans l'application d'une politique des pêches, un point clé majeur. On sait très bien que même si ça s'est nettement amélioré ces dernières années, on a encore des soucis qui peuvent avoir deux répercussions. C'est que ça a des répercussions sur la ressource, certes, mais aussi sur le marché. Parce que un certain nombre, même si Alain expliquera que dans les modèles d'évaluation de stock, un certain nombre, la ressource ou ce qui est parfois pas déclaré est pris en compte, mais tout ça, le contrôle est pour moi un point clé de l'avenir pour une bonne politique des pêches. Donc, le bilan n'est pas à charge, ce que je veux dire, c'est que le bilan n'est pas à charge pour le secteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte tous les éléments de la politique des pêches. Alors, sur la réforme actuelle, donc, il y a un certain nombre de points qui sont intéressants, d'autres sur lesquels on n'est pas d'accord. Je ferai une remarque générale d'abord. Sur la politique des pêches, mais sans rencontrer dans l'OCM qui est un peu plus spécifique sur les marchés, mais en prenant aussi les objectifs du nouveau fonds, on entend parler de croissance bleue. Parce qu'aujourd'hui, sur le littoral, il y a de plus en plus d'activités qui se développent, la plaisance, les zones de protection Natura 2000, etc. Donc là-dedans, le pêcheur doit faire face à un certain nombre de réglementations et doit en permanence s'adapter. Moi, j'entends croissance bleue. Si on lit le FEAMP, la croissance bleue, elle est pour... on doit favoriser le développement de toutes nouvelles activités qui pourraient être économiquement rentables et durables. Mais la croissance bleue, elle doit être aussi pour le pêcheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends que la pêche
n'est pas rentable, je suis désolé, il y a une rentabilité. Aujourd'hui, on est face à un problème structurel qui est la hausse des carburants, parce que c'est un poste important dans un navire de pêche, notamment sur la pêche chalutière. Mais la pêche est tout à fait rentable. Il faut juste qu'on arrive à trouver ces éléments de croissance qui passeront certainement par le marché aussi et par la valorisation. C'est quelques petits euros en plus pour qu'on soit moins dépendant, pour que le carburant représente une part moins importante dans le chiffre d'affaires des navires. Mais cette croissance, nous aussi, on la veut et on veut la rechercher. Et contrairement à certaines idées reçues, les pêcheurs ils ne veulent pas d'argent, ils veulent d'abord travailler avant tout. Alors, sur la réforme, bon, on parle souvent de 3 piliers. Moi, ce qui me dérange, c'est que aujourd'hui, j'aimerais qu'au sein de la réforme actuelle, qu'on remette aussi au même niveau que l'environnement, qui prend, certes, il y a une prise de conscience sur la durabilité, qu'il y a évidemment des objectifs à atteindre en termes de durabilité, mais il y a aussi qu'on replace un peu aussi les hommes au cœur de cette réforme, et que l'économique et le social soient des éléments aussi importants que l'environnement. Alors, sur le point le rendement maximum durable. Alors, le rendement maximum durable, les pêcheurs ne sont pas contre de se fixer des objectifs pour que la ressource soit à un niveau qui permette, entre guillemets, de garantir un avenir et une rentabilité au secteur et qui permette un niveau d'activité pour l'ensemble des navires dans l'ensemble des pays européens. D'ailleurs, le concept de rendement maximum durable, là aujourd'hui on parle de pêche européenne, mais les pêches européennes au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde, je peux vous dire qu'il y a on pourrait nous citer en exemple sur beaucoup de points. Donc attention, ce genre de concepts qui sont décidés ou annoncés, on nous fixe des objectifs dans des grandes conférences internationales, où d'ailleurs la plupart des gens qui parlent de RMD pour la pêche n'y connaissent rien, fixent de manière quasi aléatoire des objectifs qui ne sont pas tenables. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une prise de conscience, évidemment qu'on est pour la durabilité de la ressource, évidemment que ici il y a un certain nombre de pêcheurs, ils voudraient que leurs enfants, leurs fils puissent continuer à la pêche, parce que c'est un métier intéressant, que justement on y gagne bien sa vie, là aussi contrairement aux idées reçues. Donc, mais nous, ce qu'on demande, c'est une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'il faut une notion de progressivité. On ne peut pas nous dire, voilà, aujourd'hui c'est 2015, c'est comme ça. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut que ces objectifs soient analysés vraiment par pêcherie. Et ce qu'on demande, nous, c'est vraiment des plans de gestion. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la pêche est quand même un secteur d'activité où tous les ans, on vous laisse 1 an de visibilité. Vous avez 1 an de visibilité. On vous dit, voilà, pour l'année future, au mois de décembre 2011, on nous a dit, voilà, pour l'année qui vient, voilà ce que vous avez le droit, voilà à peu près le cadre dans lequel vous pouvez travailler, et en 2013, on recommence. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des plans de gestion pluriannuels, à long terme, qui prennent en compte un certain nombre d'objectifs, mais qui sont décidés par le secteur, en collaboration avec les scientifiques, en collaboration avec les États membres, et notamment dans le cadre de la régionalisation. La régionalisation, c'est quoi? Mais j'ai quand même un petit peu l'impression que au niveau de la Commission, on fait un petit peu marche arrière. La régionalisation, pour nous, elle doit se faire, notamment, il y a des outils qui existent dans le cadre des CCR. Mais c'est bien de proposer des CCR, mais si c'est une coquille vide et qu'il n'y a rien, et que en plus, la réglementation, le règlement de base, aujourd'hui, va conférer à la Commission par acte délégué. L'acte délégué, ça veut dire quoi? Ça veut dire un règlement de base qui fixe des grandes lignes, mais ensuite, et le diable est souvent dans les détails, c'est la Commission qui, unilatéralement, par acte délégué, peut
peut décider ce qu'elle a envie de décider en final. Et ce qui est d'ailleurs un contournement de la codécision, à mon sens, et du peu de démocratie qu'on a pu avoir au travers du Parlement dans la décision qui existe au niveau de la politique des pêches. Les concessions de pêche transférables. Aujourd'hui, il y a une certaine réalité, c'est que dans la gestion des pêches, aujourd'hui, il y a une certaine individualisation des droits. À la rigueur, individuel, collectif, c'est pas tant nous que le droit, on individualise un droit pour un pêcheur, après tout, ça peut lui donner une certaine garantie pour son entreprise. Maintenant, ce qu'on refuse, c'est la transférabilité. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la transférabilité. Parce que la transférabilité, ça veut dire qu'on va monnayer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vendre. Alors, pour faire simple, mais si ça vous intéresse, allez lire, donc achetez le Marin de cette semaine d'ailleurs, je crois, parce qu'il y a une très bonne tribune dans le Marin qui cite l'exemple islandien, et l'échec patent que ça a été en Islande et les catastrophes économiques. Tout ça aujourd'hui, notamment sur la base de ressources, pour que les Islandais nous disent « Ah oui, vous comprenez, aujourd'hui, nous, on est un petit peu dans la merde économiquement, donc tout ce que les grands principes de ressources, de conservation des ressources, notamment sur le macro, on ne va pas les respecter. C'est-à-dire qu'on va pêcher jusqu'à rentabiliser nos entreprises, qui est d'ailleurs un conflit entre l'Union européenne et la Norvège et l'Islande. Mais derrière ça, sur les concessions de pêche transférables, c'est une idée certainement très libérale, mais c'est aussi la volonté de la Commission de pouvoir offrir au secteur la possibilité de sortir du métier. On abandonne les plans de casse. Bon, certes, il y a peut-être une critique à faire sur ces plans de casse qui n'étaient peut-être pas justifiés tout le temps. Mais si l'idée de la Commission est de dire on crée un grand marché de transfert des quotas plus ou moins encadrés, mais en disant le pêcheur pourra vendre ses quotas, c'est-à-dire qu'il pourra sortir, c'est-à-dire organiser entre guillemets une sortie du métier en vendant ses quotas. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Et par ailleurs, c'est aussi répondre, c'est-à-dire, Émilie a parlé tout à l'heure de la stabilité relative. La stabilité relative, c'est grosso modo, c'est comme si on avait partagé le gâteau il y a 10-15 ans, et qu'on disait, il y a un certain nombre d'États, majoritairement tous les États membres, sont contre remettre en cause la stabilité relative. Mais il y a quelques États qui, comme par hasard, ont des problèmes de contrôle, des problèmes de surcapacité, qui disent que nous, on n'a pas assez, notamment l'Espagne, et qui prônent aujourd'hui l'individualisation des quotas, et notamment transférable, parce qu'ils se disent que c'est la possibilité pour eux de mettre à mal la stabilité relative, d'aller, en fin de compte, pouvoir aller. On n'a pas assez pour nous, mais on pourra aller acheter ailleurs, notamment aux pêcheurs français, etc., qui voudra sortir du métier parce que il n'aura pas la possibilité, notamment d'avoir l'outil. Donc, le renouvellement de l'outil est primordial. Un, pour faire rentrer des nouveaux pêcheurs et donner un espoir et un avenir je sais, dans tous les différents métiers, qui n'a pas le droit de renouveler son outil industriel, c'est pas possible. Le métier est amené à mourir ou à petit feu si on ne peut pas renouveler les outils de pêche. Mais en même temps, ça réglerait aussi le problème, c'est qu'au moins l'outil aurait une vraie valeur. Je terminerai sur les rejets. Les rejets, c'est simplement là où ça se pratique, ce sont des pêcheries très monospécifiques, c'est-à-dire quasiment les navires pêchent une espèce, voire deux. Et quand on parle de rejet, on parle de rejet d'espèces commerciales, c'est-à-dire que sur l'espèce qui cible, ils n'ont pas le droit de rejeter cette dite espèce. Par exemple, le cabillaud en Norvège ou en Islande, les rejets sont interdits. Et donc, face à ça,
ils ont des systèmes de sélectivité qui permettent de résoudre le problème. Sauf que dans les pêches communautaires, ce ne sont pas toutes les mêmes. Et notamment dans le golfe de Gascogne ici, ce sont des pêches multi-spécifiques. Ce qui rend quasiment, notamment sur la pêche chalutière, impossible, parce que, à part filtrer de l'eau, il ne faut pas oublier que un des buts de la pêche, quand même, c'est de nourrir les populations. Donc, il ne faut pas oublier que le poisson est fait pour nourrir les populations et a une vocation à approvisionner les marchés nationaux. Donc, voilà sur les éléments que je souhaitais préciser. Merci beaucoup. Donc, on va continuer et finir ce tour de table avec l'avis d'un biologiste, avec M. Bizot de l'IFREMA. Et on va finir avec l'administration et l'administrateur en chef, Bayen. Je pensais terminer, donc je vais préparer mes petites notes pendant ce temps-là. Bon, c'est un peu difficile de parler après tout le monde, mais en même temps, ça permet de passer assez rapidement sur un certain nombre de points qui ont déjà été dits. D'abord, je vais commencer par un constat très personnel, puis après, je reprendrai ma casquette de biologiste. Je trouve que cette proposition de réforme de la politique commune des pêches, elle est vécue ou elle est reçue comme une menace. Et contrairement à ce que vous avez essayé de nous dire tout à l'heure, Madame Paria, j'ai peur que cette adhésion, elle bute là-dessus. Bon, voilà. Je pense qu'il y a un déficit de communication, probablement. Mais, bon, et puis là, je remets ma casquette, mais ça va, je vais en prolonger mon idée. Dans le bilan qui est fait, il est présenté de manière assez négative. Et moi, je trouve que les choses ne sont pas si négatives que ça. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de stocks de poissons qui se sont améliorés depuis une dizaine d'années. Yves va citer le cabillaud de Mercetic, c'est un exemple assez emblématique. Le merlu du golfe de Gascogne, dont on disait, et moi le premier d'ailleurs, il y a presque 20 ans maintenant, ou 15 ans, qu'il était dans un état désastreux. On en pêche tellement qu'on a du mal à le vendre. Donc il y a quelques bonnes nouvelles, il y a quelques success stories qu'on devrait peut-être mettre plus en avant. Alors il y a parfois un coup de bol de la nature, il y a aussi l'effort de gestion de la Commission européenne, des politiques dans les décisions qui sont prises, des professionnels dans les pratiques qu'ils ont améliorées. Donc tout ça fait que, me semble-t-il, l'espoir, il existe. Aussi, lorsqu'on fait le bilan, je pense qu'il faut faire attention à faire un bilan par rapport, le bilan de l'ancienne PCP, celle qui a commencé en 2002, par rapport à ce qu'étaient les objectifs en 2002, et puis pas essayer de faire le bilan de l'ancienne politique commune avec les objectifs de la nouvelle, parce que là, effectivement, en fait, on a changé les objectifs en termes de gestion des ressources. La politique commune actuelle, l'objectif, c'était d'éviter les catastrophes, d'éviter l'effondrement des ressources. Et dans la nouvelle politique commune des pêches, on met en pratique, ou on essaye de mettre en œuvre les engagements du sommet pour le développement durable de Johannesburg, du fameux rendement maximum durable. Donc là, on n'est pas du tout dans la même... disons qu'on est dans l'étape supérieure, c'est-à-dire non seulement on ne veut pas que les stocks s'effondrent, mais on veut pouvoir en tirer le maximum. Évidemment, c'est un objectif tout à fait louable, mais du coup, la barre est un peu plus haut en termes de gestion et en termes d'ajustement des capacités et de la pression de pêche. Je vais parler de capacité dans un instant, de la pression de pêche par rapport aux potentialités des stocks. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. Le RMD s'est vécu vraiment là comme une menace, alors que pour moi, ça devrait être enthousiasmant, c'est peut-être un peu trop demandé, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment se mettre dans une situation où à la fois les ressources se portent bien et en même temps les pêcheurs peuvent non seulement survivre, mais vivre et voire même se développer. Donc, alors la difficulté évidemment, c'est que ça c'est le monde un peu merveilleux de 2015-2020. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. La difficulté c'est d'y arriver et aujourd'hui il y a effectivement quelques marches à gravir avant de pouvoir y arriver. Bon, alors la marche à gravir, justement, ça me permet de faire le lien sur le deuxième point, qui est la surcapacité.
moi je suis vraiment désolé de voir que la Commission européenne présente la surcapacité comme la cause de tous les maux. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pour moi, en tout cas le lien avec la ressource, c'est la pression de pêche à laquelle la ressource est soumise, et c'est le produit à la fois de la capacité, c'est-à-dire du nombre de bateaux, de leur taille, de leur puissance, de la taille des engins, etc., mais aussi du temps qui passe en mer. Et je pense que si on veut jouer sur la pression de pêche, il faut pouvoir, ou vouloir, ou accepter de jouer sur les deux termes de ce tout qui constitue l'effort de pêche. Donc dire qu'on veut que tout ce qui n'est pas bien, c'est la cause de la surcapacité, alors peut-être que les économistes me contradiront, je pense peut-être, mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il faut aussi regarder du côté de l'activité, du temps que l'on peut passer en mer. Et bon, je prends souvent un exemple qui est un peu provocateur, mais c'est l'exemple de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, qui est présenté comme vraiment une bonne histoire, une bonne gestion, mise en place par les pêcheurs, avec le soutien modeste des scientifiques, mais bon, peu importe. Dans cette pêcherie de la coquille Saint-Jacques de baie de Saint-Brieuc, on est dans une situation de surcapacité, mais énorme. Il y a beaucoup trop de bateaux pour pêcher le petit stock de coquille Saint-Jacques. Donc un gros stock, mais c'est quand même un petit stock. On pourrait très bien envisager de pêcher autant de coquilles Saint-Jacques avec 3 gros bateaux. C'est pas le choix qui a été pris par les pêcheurs et par les politiques. C'est vraiment le partage du travail. Alors peut-être que on arrive dans la campagne électorale, mais c'est un autre sujet. Je veux dire par là, c'est que là, c'est pas les bateaux qui ont été ajustés, mais le temps de pêche. Alors c'est vrai qu'on arrive dans une situation où les bateaux sont autorisés à pêcher 1 heure par semaine, dans une période relativement courte. Mais peu importe, le résultat est là, le stock de coquilles Saint-Jacques se porte bien. Les pêcheurs, évidemment, ils ne font pas que de la coquille Saint-Jacques dans leur année, mais enfin n'empêche que c'est une ressource importante. Et donc, pour moi, c'est le contre-exemple. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup d'autres, je suis d'accord, mais c'est le contre-exemple en tout cas, c'est le bon exemple d'une bonne gestion de l'effort de pêche. Sur les concessions de pêche transférables, les quotas individuels, je pense que tout a été un peu dit. Je pense que, en tout cas, du côté de la ressource, que ce soit un quota national, un quota individuel, ça n'a pas beaucoup de... en tout cas, les incidences sont peu perceptibles dans la mesure où le quota est respecté. Et là, effectivement, le contrôle a son utilité, mais sa nécessité. Donc après, la transférabilité, c'est vraiment un problème plus économique, et là, je ne vais pas rentrer dans ce... J'aurais d'ailleurs une question à poser à Mme Baria tout à l'heure, mais ça sera dans le dialogue. Rejet zéro, bon, là aussi, je pense que et j'avais déjà eu l'occasion de le dire à Paris à une réunion avec la Commission, je pense que il y a eu un déficit de communication, et je pense que tout le monde a compris, rejet zéro, ça veut dire qu'il faut tout rapporter à terre. C'est pas la solution, évidemment, pour la ressource, de rapporter du poisson à terre qui est mort ou le rejeter à la mer, ça ne change rien, le poisson il reste mort, il ne se reproduit pas, vous l'avez dit très bien tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment insister sur... pour moi, rejet zéro, c'est... en tout cas, diminuer les rejets, c'est mettre tout en œuvre pour éviter de capturer les poissons qu'on ne veut pas et que par la force des choses, on rejette. Bon, après, la valorisation, quand on ne peut pas vraiment faire autrement, peut-être faudrait réfléchir, mais commencer par parler de valorisation, de rapatriement à terre, etc., avant de s'attaquer vraiment et aller jusqu'au fond du problème, parce que je sais et je salue les efforts qui ont été faits par les professionnels pour améliorer la sélectivité. Je continue à dire que c'est une bonne chose, évidemment, que les efforts ils sont réels. Malgré tout, il faut continuer, il faut aller encore plus loin. Et je pense que l'objectif de... Alors, rejet zéro, j'y crois pas vraiment, mais en tout cas, les diminuer fortement, je pense que c'est faisable. Et en tout cas, la solution, c'est de les rapporter à terre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc une dernière intervention de Jean-Luc Veil, qui est délégué mer et littoral ici dans le Morbihan et qui représente le directeur des pêches. Oui,
l'avantage effectivement de parler le dernier, c'est que tout ce qu'il y avait d'intelligent à dire sur la question a été dit, et quasiment, et le reste étant dit par la salle. Je vous présente donc effectivement les excuses de Philippe Mauguin, directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, qui n'a pu être là cet après-midi, d'autant plus que l'on rentre aujourd'hui dans la période de réserve. J'ai donc évidemment pas ni ses connaissances ni ses compétences. Je n'ai finalement qu'une seule certitude en tant que fonctionnaire français, c'est que la position de l'État est à la fois adaptée, prospective et mesurée. Donc, quelle est cette position très rapidement? Sur les objectifs de la future PCP et notamment l'atteinte du rendement maximal durable, la France privilégie une approche par pêcherie et elle est favorable à une atteinte du RMD en 2015 là où c'est possible, mais en tout état de cause pour 2020, mais pas forcément pour tout dès 2015. La cohérence entre les différentes politiques de l'Union européenne, la France est, comme vous l'avez dit madame, favorable à une cohérence entre les politiques de l'Union européenne, en particulier entre la PCP et la politique environnementale de l'Union européenne, mais sans subordination entre elles. Il ne faudrait pas que l'on ait l'impression que tel ou tel volet, et en disant ça, on peut penser notamment à l'aspect environnemental, soit au-dessus des autres piliers. Dans le même ordre d'idées, d'ailleurs, la France estime également que le volet social de la PCP doit être mieux pris en compte au sein du règlement de base. Cette PCP doit affirmer un certain niveau d'ambition en la matière, en vue d'améliorer, on a évoqué les conditions de travail, pas forcément d'ailleurs vis-à-vis de l'extérieur de l'Union européenne, mais au moins au sein de cette entité, pour empêcher des distorsions de concurrence qui seraient fondées sur des différences excessives de coûts du travail maritime. L'approche écosystémique, ça a été dit, donc le souhait est que l'on passe d'une gestion par stock à une gestion par pêcherie. Les rejets, le deuxième point, si la réduction est évidemment significative et progressive des rejets est souhaitable, une interdiction généralisée semble totalement irréaliste. Je rejoins la position qui a été tout à l'heure énoncée par Madame Émilie Herbart. Dans ce contexte, les plans pluriannuels pourraient fixer des objectifs de réduction progressive des rejets, et notamment, comme le disait aussi M. Fouezon, par le biais et M. Genezette, par le biais de mesures adaptées au niveau régional. Concernant ce problème des rejets, j'allais dire, il y aurait une certaine perversité morale, le mot n'est pas du tout adapté, mais disons une certaine incohérence intellectuelle à préconiser, à imposer un rejet, une absence de rejet, et à ne pas parallèlement permettre un assouplissement des critères de jauge des navires, parce que si les navires ne peuvent pas être adaptés à des évolutions de la politique des pêches, j'allais dire, c'est un peu l'impression d'une double peine. Donc au moins, il faut que parallèlement, il y ait cet assouplissement des critères de jauge des navires, parce que les cales actuels ne sont pas configurés pour transporter ces rejets, et également une révision de la réglementation portant sur les mesures techniques, comme cela a été dit, amélioration de la sélectivité et réflexion sur les tailles minimales. Le troisième point, l'introduction des concessions de pêche transférables. Si effectivement la France est favorable à une individualisation des droits de pêche, gérés collectivement au sein des organisations de producteurs, elle ne demeure pas en revanche favorable à l'instauration d'un système de droits individuels transférables monétarisé, de façon à éviter effectivement cette spéculation et cette concentration excessive des quotas au travers de la constitution d'un marché de droit. La gouvernance et la régionalisation, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet. Donc la France soutient la mise en place d'une gouvernance régionalisée dans l'élaboration des règles de la PCP, par le biais notamment d'un renforcement de l'échelon régional. Et l'idée que l'on ait finalement quelque chose qui parte du niveau régional pour remonter vers les instances supérieures et qui redescendent ensuite semble permettre une bonne gouvernance en la matière.
Voilà, je ne parlerai évidemment pas là, des régions ultra-périphériques. La réforme de l'organisation commune des marchés, ça a été évoqué, et ce que l'on peut regretter, c'est l'absence de mesures prévues en cas de perturbation grave du marché des produits aquacoles. L'aquaculture, d'ailleurs, puisque aussi le président du CRC Bretagne Sud qui est ici, il serait notamment souhaitable que l'on prenne en compte la dimension agricole des activités aquacoles, dans la mesure où certains dispositifs de soutien, notamment financiers, mais pas uniquement financiers, prévus par la PAC, ne sont pas applicables aux exploitations aquacoles qui relèvent de la PCP. Et pour conclure, donc, dans le volet externe, une attention particulière devra être portée sur différents points, et notamment la France souhaite renforcer, on a évoqué, M. Luzette, les contrôles, souhaite renforcer la lutte contre la pêche INN et la pêche non durable, et elle estime essentiel de pouvoir mettre en œuvre des mesures de marché visant à interdire l'accès au marché européen aux produits provenant d'une telle pêche illégale ou non durable. Merci. Alors donc on va passer aux questions dans la salle. Juste avant, je vais peut-être laisser Madame Paria répondre en 3-4 minutes sur les différents points qui ont été soulevés avant de prendre des questions dans la salle. Merci, non, je serai brève. Et je voudrais juste revenir sur quelques points. Déficit de communication, je suis d'accord. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont mal comprises et je m'en rends compte aujourd'hui, comme à chaque fois où on présente notre réforme. Il y a visiblement beaucoup de choses qui sont mal comprises et des procès d'intention qui sont faits des deux côtés. Hein. Je ne veux pas non plus juger, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très mal comprises. Alors peut-être pour clarifier les choses, bilan négatif. C'est vrai qu'on présente peut-être cela, il y a un bilan négatif qui est à faire sur le fait que les stocks sont toujours en mauvais état. Mais effectivement, il y a des choses qui ont évolué, et d'ailleurs, cette réforme reprend les bons éléments qui ont porté leurs fruits de la réforme de 2002, et notamment les plans de gestion pluriannuels. Vous dites, à juste titre, qu'il y a des stocks qui ne sont pas en si mauvais état que ça, et c'est vrai. Et il y a un certain nombre de stocks, je crois qu'il y a au moins 11 stocks qui, depuis 2009, ont atteint justement ce fameux RMD, qui sont des stocks sur lesquels il y a un retour sur investissement, si je peux m'exprimer ainsi, qui est bien meilleur, et qui sont des stocks, grâce aux mesures qu'on a mises en œuvre, sont en meilleur état. Donc, c'est précisément le succès de ces plans qui nous incite à renforcer la mise en œuvre de ces plans, renforcer, généraliser cette pratique de plan de gestion pluriannuel, et je partage tout à fait votre avis, et là je parle vraiment au nom de la Commission, que une gestion ne doit pas être une gestion annuelle, mais une gestion pluriannuelle. Et c'est vraiment une orientation qu'on a prise en 2002 et que nous souhaitons continuer. La surcapacité de la flotte, c'est un sujet très complexe. Il y a un déséquilibre probablement, et vous venez de le dire, hein, entre la flotte et ce qu'on peut pêcher. Maintenant, quoi utiliser comme mesure, que ce soit de la réduction de capacité ou autre chose, ou de la réduction d'efforts de pêche, on a toujours été relativement ouvert là-dessus, et c'est dans le cadre de ces plans de gestion pluriannuels qu'on peut traiter ces questions. Et la raison pour laquelle nous ne souhaitons plus financer la démolition de la flotte, et vous constaterez dans notre projet de réforme, il n'y a plus de politique de gestion de capacité de la flotte. Donc cela, on le laissera à chaque secteur de considérer quelles sont les mesures les plus appropriées, et je crois que c'est la philosophie derrière notre nouvelle approche. Quelle est la philosophie la plus appropriée pour trouver le juste équilibre entre la flotte et les ressources, et à trouver le meilleur équilibre de rendement. La modernisation de la flotte, je crois que là aussi il y a un malentendu là-dessus. Il n'a jamais été question que nous empêchions la modernisation des navires. D'une part, il faut faire une distinction entre les aides publiques que nous apportons et la liberté de chaque entrepreneur de gérer son entreprise comme il l'entend. Les entreprises de pêche sont des entreprises privées, comme n'importe quelle entreprise, qui ont tout à fait la possibilité et le droit et l'obligation de renouveler leur outil de production. Donc,
il n'a jamais été dans l'intention de la Commission de réglementer cela. La seule chose que nous disons, c'est que nous continuerons de fournir des aides, et c'est prévu dans le nouvel instrument, des aides à la modernisation pour réduire le carbone print, pour améliorer les conditions de travail à bord, pour améliorer la sûreté, pour réduire les pollutions. Il y a toute une palette de mesures qui continueront d'être offertes. Et là également, qu'on ne puisse bénéficier qu'une seule fois de ce fonds. Il y a certaines mesures qui ne seront utilisables qu'une seule fois, mais il y a toute une palette de mesures qui sont ouvertes sans limitation de durée ni de possibilité. Donc je crois que là, il faut aussi un petit peu démystifier peut-être certains problèmes de communication. Le contrôle, je suis d'accord qu'il faut qu'on crée ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on traduit ça en français, un level playing field, hein, un niveau égal partout. On a révisé le règlement contrôle il y a 3 ou 4 ans, on a renforcé le contrôle, et je partage tout à fait votre avis qu'une politique ne peut être correctement appliquée que si elle est correctement contrôlée. Et avec les nouveaux outils que nous avons maintenant, on va renforcer ce contrôle, et ça permettra effectivement d'assurer les mêmes conditions à tout le monde. Les concessions transférables, que certains pays en soient plus favorables que d'autres, c'est effectivement le cas, mais les garde-fous que nous avons justement prévus pour éviter le problème que vous avez clairement mentionné, que l'Espagne irait racheter les possibilités dans un autre pays, nous avons précisément limité ces possibilités de transfert au sein d'un seul pays. Donc il n'y aura pas de possibilité, sauf si le pays le souhaite, d'ouvrir cette possibilité à d'autres pays. Bon, je ne peux pas revenir sur tous les points qui ont été mentionnés. Alors sur les rejets également, je crois un point précis. Le but, notre objectif, n'est pas de débarquer tous les rejets. Notre objectif est d'éliminer les rejets. D'éliminer à terme le plus de rejets possible. Je crois que ça c'est un message, et je crois que il y a eu un conseil des ministres ce lundi qui a abouti sur cette conclusion, que l'objectif est une élimination des rejets par une approche par pêcherie et dans le cadre d'un dialogue avec le secteur et les États membres. Donc en revanche, il faut qu'on s'oriente vers plus de sélectivité, vers des mesures qui permettront d'éliminer le plus possible ces rejets. Dans un premier temps, comme tout ça ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain, il est clair qu'il y aura il y aura dans un temps X, une partie de ces rejets qui devront être débarqués. Et il faudra bien en faire quelque chose, effectivement. Mais l'objectif n'est pas demain on interdit tout rejet et puis il va falloir gérer tout ça. Non, l'objectif est d'éliminer les rejets. Et maintenant, travaillons ensemble sur comment mettre ça en œuvre avec une durée dans le temps. Et c'est là où nous divergeons un peu avec la position française, c'est que nous souhaitons qu'il y ait un objectif déterminé dans le temps. Parce que si on met ça dans les plans de gestion pluriannuels, un plan de gestion pluriannuel, vous savez pertinemment que ça demande des années de négociation. Donc on peut être encore en 2020 toujours à discuter sur la nécessité d'éliminer les rejets. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait un objectif dans le temps, et c'est le but des négociations qu'on a maintenant avec le Conseil et le Parlement, et dans un dialogue constructif sur la base de propositions qui nous ont semblé être des propositions honnêtes. On n'explique peut-être pas toujours très bien, je veux bien le reconnaître, mais travaillons ensemble avec les professionnels, avec les États membres, avec le Parlement, pour améliorer cette proposition qui est perfectible, nous sommes les premiers à le reconnaître, de manière à, fin 2012 ou à la mi-2013, arriver à une réforme qui nous permettra d'atteindre un objectif, un RMD, si possible en 2015, parce que plus on arrivera rapidement à ce RMD, plus on sait que sur les stocks qui sont bien gérés, on a une rentabilité meilleure. Donc plus on arrivera rapidement à cette rentabilité, plus on arrivera rapidement à une meilleure rentabilité du secteur. Je crois que c'est pas...
c'est facile à comprendre cela. Où est-ce qu'on arrive à réduire ces rejets qui sont quand même quelque chose de relativement inacceptable? Donc, travaillons sur la sélectivité. La sélectivité va aussi jouer dans le sens de la modernisation des navires, des engins de pêche plus sélectifs. Il y a des travaux qui sont menés, il y avait un article dans le Marin, dans le Produit de la mer récemment, qui montrait qu'il y avait des travaux qui sont menés sur les chaluts, où on peut avoir des chaluts plus sélectifs, qui sont moins lourds, qui ont donc un impact moindre sur la consommation de fuel. Donc il y a tout un travail qui peut être fait, et il y a plein d'initiatives qui sont menées dans ce domaine. Utilisons-les, valorisons-les, faites-les nous connaître, et travaillons ensemble pour qu'on puisse arriver à une réforme qui réponde à ces objectifs, qui sont les objectifs que nous avons fixés et qui peuvent être améliorés en commun tous ensemble.